Regardez bien cet homme est un assassin. Son nom, c'est Jean-Gaspard de Bureau. Il est connu aussi sous le nom de Baptiste de Bureau. Et cet homme, c'est à Paris l'incarnation de Pierrot dans la première moitié du XIXe siècle. C'est lui qui, au théâtre des Funambules, situé boulevard du Temple, se poudre le visage, revêt son habit ample et blanc et redonne vie, soir après soir, à ce personnage clé de la Commedia dell'arte, dans des pantomimes que vient voir le tout Paris. En bref, au début du XIXe siècle, De Bureau, c'est Pierrot, et Pierrot, c'est De Bureau. De telle sorte qu'un jour de 1836, alors qu'il se promène en famille, un gamin des rues se prend à l'appeler Pierrot, avec de funestes conséquences. De Bureau se saisit de sa canne et le frappe. C'est un geste qui est très habituel dans les pantomimes et les farces populaires, sauf que dans les pantomimes et les farces populaires, le frappé ne finit pas par succomber. Et c'est ce qui distingue la fiction de la réalité. Et De Bureau l'a appris à ses dépens. Mais la justice étant ce qu'elle est, le mime est acquitté du meurtre. Toujours est-il que cette triste anecdote va avoir un impact sur le personnage même de Pierrot. Jusqu'ici, le personnage avait plus ou moins gardé ses attributs depuis que la troupe italienne des Gelosi l'avait importé en France à la fin du XVIe siècle. Attribut physique, avec sa maigreur cachée par des vêtements amples, sa blancheur de lune, lune qui est son alter ego. D'ailleurs, c'est le seul personnage de la Commedia dell'arte qui est sa mélodie attitrée, au clair de la lune. Attribut psychologique aussi, parce qu'il s'agit d'un personnage joueur, qui aime faire des farces, qui se déguise volontiers. Il est aussi amoureux de Colombine, qui, elle, lui préfère toujours Arlequin. Donc Pierrot, le poète, l'amoureux incompris, le rêveur, peut être aussi mélancolique et pleurer volontiers. Auquel cas, il bascule dans son grand travers, la gloutonnerie. Tout ça, c'est Pierrot jusqu'aux environs de 1880. Parce qu'à partir de là, en partie à cause de l'anecdote funeste du meurtre à la canne, mais surtout à cause de l'air du temps, Pierrot va considérablement changer. Sa gourmandise se transforme en alcoolisme, comme dans cette publicité pour de l'absinthe, l'alcool des poètes, comme par hasard. Son côté rêveur se mue en marginalité, parfois en folie. Sur ce pot à tabac, il est représenté comme un vagabond dont on a entravé la liberté. Sa propension à jouer des tours aux autres devient une tendance à la kleptomanie et au menu larcin en tout genre. Pierrot était un personnage sensible, la sensibilité étant un attribut considéré comme féminin, il devient volontiers androgyne et il peut être interprété par des femmes. Pire encore, sa position d'éternel perdant en amour le pousse soit au suicide, comme ici où Pierrot s'est plongé un couteau dans le cœur en voyant Colombine, devenue femme du monde, partir avec son arlequin fin de siècle, soit au meurtre, comme dans cette pantomime de Paul Marguerite, où, se sachant trompé, Pierrot décide de chatouiller Colombine jusqu'à la mort. Eh bien, c'est sous cette nouvelle forme que Pierrot va jouir d'un succès sans précédent. Dans ce tableau, je n'ai pu répertorier, faute de place, qu'une infime partie des Pierrots qui ont jalonné les œuvres picturales, littéraires, musicales, scéniques, cinématographiques, et seulement dans une période très courte, environ 40 ans, dans une zone géographique très limitée, la France. Et malgré toutes ces limites, les exemples sont innombrables. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que dans cette société industrielle, capitaliste, bourgeoise, matérialiste, nombreux sont les artistes bohèmes qui se reconnaissent dans la figure de Pierrot, qui se retrouvent dans cette figure de poète incompris, lunaire, mal à l'aise avec le monde qui l'entoure. Prenons l'un d'eux, Adolphe Villette. Parce que si Flaubert a pu dire Emma Bovary c'est moi, Villette lui aurait pu tout à fait dire Pierrot c'est moi. Tel point que lorsque son ami Marcellin Desboutins lui a tiré le portrait, c'est dans le costume d'un Pierrot noir qu'il l'a représenté. Oui, parce que toutes ces transformations psychologiques ont forcément conduit Pierrot à troquer par moments son éternel habit blanc pour un habit noir, qui en dit long sur le fond de sa nouvelle personnalité. Donc dans les illustrations de Villette, on voit Pierrot manger à s'en faire exploser la bedaine, boire comme un trou sous les ponts, regardant avec indifférence les suicidés se jeter à l'eau, se suicider à son tour en se pendant à la lune devant le balcon de Colombine devenue une prostituée, ou encore la chatouiller jusqu'à ce que mort s'en suive. Et même la lune est pervertie puisqu'elle luit maintenant sous le signe de la mort. Bref, Villette a su parfaitement saisir l'essence de ce Pierrot fin de siècle.
Mais au fait, sur le portrait de Desboutins, qu'est-ce qu'on trouve au pied de Villette? Un chat noir. Un chat noir comme le fameux cabaret Montmartre 3 du même nom. Effectivement, le chat noir, c'est le repère de Villette. Il y diffuse ses illustrations remplies de Pierrot auprès des poètes, des peintres, des musiciens bohèmes qui se retrouvent tous ici, qui échangent et qui se laissent guider par l'air du temps. C'est ainsi que le chat noir va influencer le monde des arts et que, entre autres, on voit fleurir des Pierrots partout. Et la vogue du Pierrot fin de siècle a un tel retentissement dans son épicentre parisien, Montmartre 3, que l'onde de choc va atteindre la Belgique, où un poète symboliste du nom d'Albert Giraud s'éprend du personnage et rédige 50 poèmes qu'il publie en 1884 dans un recueil intitulé Pierrot lunaire. On va y retrouver toutes les thématiques qu'on a vues précédemment, donc l'alcool, la maladie, le vol, la cruauté, la mort, etc. Tous les poèmes sont structurés de la même manière, avec 4 plus 5 vers, c'est-à-dire en tout 13 vers, un nombre qui n'est pas choisi au hasard. La symbolique qui entoure ce nombre est forte. Il est symbole de malheur depuis que Philippe le Bel a fait arrêter le vendredi 13 octobre 1307 tous les Templiers de France avant d'en faire exécuter une partie. Parmi eux, il y en a un dont les dernières paroles ont consisté à maudire Philippe le Bel et sa descendance sur 13 générations, ce qui a donné la période des rois maudits et l'extinction des Capétiens directs. Donc il n'y a guère que la Française des Jeux pour nous faire croire que le vendredi 13 est un jour de chance. En tout cas, rien que par sa structure, le Pierrot lunaire de Giraud est déjà conçu sous le signe du malheur. Et à son tour, l'ouvrage va avoir un énorme retentissement, et ce jusqu'à Berlin, où un auteur du nom de Otto Erich Hartleben se met dans l'idée de traduire le recueil, mais le traduire librement, non pas littéralement, de telle sorte que l'esprit et la structure des poèmes originaux est conservé, mais certaines formulations vont changer, suivant la sensibilité de Hartleben. Une sensibilité qui tend à tirer le texte vers encore plus de noirceur, encore plus de glauque. Une sensibilité que partagent manifestement de nombreux lecteurs, parce que cet ouvrage va connaître un grand succès. Ce dont on peut se rendre compte en constatant que quelques compositeurs allemands ne vont pas tarder à aller y puiser leur inspiration pour écrire des lieder. Il faut dire que la conception même des poèmes appelle une réalisation musicale, puisque de manière absolument systématique, les deux premiers vers réapparaissent à la manière d'un refrain et toujours à la même position, au vers 7-8, et le premier vers seul au vers 13. Ce qu'on trouve déjà chez Giraud et que Hartleben a conservé. C'est alors qu'apparaît un personnage essentiel pour notre propos. C'est une certaine Albertine Zehme, qui est chanteuse de cabaret à Berlin et qui, comme beaucoup, est séduite par Pierrot lunaire et veut l'interpréter sur scène sous la forme d'un mélodrame, c'est-à-dire un texte parlé accompagné de musique. La voici donc qui approche, en 1912, un compositeur qu'elle connaît bien, qui réside à Berlin et qui a fréquenté l'univers du cabaret. C'est Arnold Schönberg. Effectivement, lui qui est originaire de Vienne et qui a fait 2 séjours prolongés à Berlin, avait lors du premier, entre 1901 et 1904, occupé les fonctions de directeur musical de l'Überbretten, un cabaret conçu sur le modèle du Chat Noir. Et on peut remarquer que Pierrot n'était pas absent du paysage. Donc le cabaret, ça le connaît. Et c'est pour ça qu'au cours du 2e séjour prolongé de Schönberg à Berlin, Albertine Zehme s'adresse à lui. Et Schönberg est tout à fait enthousiasmé par cette proposition. Pourtant, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un fanatique de la commedia dell'arte. D'ailleurs, à aucun moment on ne retrouvera dans sa production d'autres œuvres inspirées du théâtre populaire italien. Alors, qu'est-ce qui le pousse à écrire Pierrot lunaire? Eh bien, 3 choses. La première, c'est qu'à Berlin, en 1912, on est en pleine vogue de l'expressionnisme. Ce courant artistique qui déforme la réalité pour obtenir une grande intensité expressive, qui s'inspire de visions angoissantes, pessimistes, agressives, avec des couleurs violentes, des lignes lacérées. Et dans ce contexte, le Pierrot fin de siècle parisien trouve tout à fait sa place. Ce qui explique à la fois le succès de la traduction du Pierrot lunaire par Hartleben et l'intérêt que lui porte Schönberg, qui s'est laissé pénétrer par l'esprit expressionniste. D'ailleurs, Schönberg est aussi peintre à ses heures perdues, et quand il peint dans un style expressionniste. Dans sa musique, également, il y a des couleurs crues qui le rattachent à ce courant expressionniste. Comme dans Erwartung, une pièce qu'il compose en 1909 et qui porte vraiment la marque de l'expressionnisme
dans sa réalisation sonore violente, dissonante, inquiétante, comme dans son sujet, qui met en scène une femme dans une forêt la nuit, ce qui est déjà pas très joyeux, qui attend son amant, et finalement découvre son cadavre. Et là, c'est franchement plombant. La première raison de l'intérêt de Schoenberg pour Pierrot Lunaire est donc liée à son goût pour les sujets sombres, glauques, dans l'air du temps de l'expressionnisme. La seconde, c'est son goût pour la symbolique des nombres, qui est satisfait par la structure de chaque poème en 13 vers. Il va abonder dans le même sens en y apportant un autre nombre, le 21. Comme il s'agit de sa 21e œuvre, de son opus 21, Schoenberg va choisir dans le recueil 21 poèmes. D'ailleurs, ces 21 poèmes, il les réorganise à sa guise, sans suivre l'ordre d'Albert Giraud. La troisième raison de l'intérêt de Schoenberg pour Pierrot Lunaire, elle est plus profonde, elle est moins superficielle que la précédente. Parce qu'il semblerait bien que Schoenberg ait succombé à la tentation de se projeter dans le personnage de Pierrot. Tentation qui, on l'a vu, a séduit plus d'un artiste avant lui. Mais lui, c'est avec son histoire personnelle que Pierrot résonne. En effet, comme Pierrot, Schoenberg connaît les affres de l'amour. Sa colombine, c'est son épouse Mathilde. Et en 1908, elle l'a abandonné, avec sa fille, pour Harlequin Richard Gerstel, un peintre, plus jeune, plus beau que lui, et qui en plus était l'ami du couple. Trahison, désespoir, mais heureusement, pour Schoenberg, Mathilde ne tarde pas à revenir au foyer conjugal. Et c'est alors que, coup de théâtre, suite à ce revirement, Gerstel se suicide. Voilà une histoire très romanesque, et puis qui colle totalement avec l'époque. On a les artistes maudits, le sexe, le suicide, bref, un pitch parfait. En tout cas, cet épisode difficile est le déclencheur d'une crise profonde chez Schoenberg, crise personnelle, mais aussi crise artistique. Son style va considérablement évoluer, ce qui va encore le rapprocher du personnage de Pierrot, l'artiste incompris, parce que ce nouveau style va faire de Schoenberg la cible préférée des critiques. Son tort, c'est d'avoir mis à mort le système tonal. Alors reprenons les principes du système tonal pour voir ce qu'il a opéré comme changement. Alors le système tonal, c'est ce sur quoi a reposé la musique pendant 300 ans, depuis le début du baroque en 1600 environ, jusqu'au début du XXe siècle. Alors, avec le système tonal, on a toujours un point d'ancrage. Cet ancrage, c'est une tonalité, par exemple Do majeur, qui implique une gamme, c'est-à-dire 7 notes qui vont être utilisées plus volontiers que les autres. Dans le cas de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc s'il y a un Mi bémol, un Fa dièse, normalement, ce sont des notes qui n'ont pas leur place. Le système tonal est régi par le principe tension-détente. Pour éviter l'ennui, on introduit par-ci par-là des tensions plus ou moins fortes, des accords, des changements de tonalité qui sont plus ou moins brusques, mais toute tension doit tôt ou tard déboucher sur un relâchement. On retombe sur nos pattes, sur un accord apaisé, sur la tonalité de départ, où on installe suffisamment une nouvelle tonalité pour s'y sentir à nouveau bien. Avec le temps, les tensions deviennent de plus en plus nombreuses et les détentes de plus en plus rares. Si vous écoutez un opéra de Wagner, on est dans un principe de modulation continue. On est tenu en haleine jusqu'à la fin parce qu'il ne nous laisse quasiment jamais nous détendre. Il change tout le temps de tonalité. Il détruit de plus en plus les repères, les balises. Et puis arrive Schoenberg. Schoenberg est le premier à sauter le pas et à se passer totalement de tout sentiment tonal. La tonalité est morte, vive la tonalité. Avec la tonalité, plus de principe tension-détente, mais plutôt une tension perpétuelle. Parce que vu qu'il n'y a plus de gamme, il n'y a plus de notes privilégiées par rapport à d'autres, on ne distingue plus entre des consonances agréables et des dissonances désagréables. On peut former des accords très dissonants, et on va les apprécier pour ce qu'ils sont, des accords dissonants, qui ont le droit de vivre sans appeler de résolution, qui ont chacun leur couleur, chacun leur sonorité particulière, et il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser, ce qui donne une variété infinie de couleurs qu'on n'avait pas avec la tonalité. C'est ce qu'on appelle l'émancipation de la dissonance. Et ce nouveau langage, cette révolution, qui n'en est en fait pas une, qui est plutôt une évolution naturelle des choses, elle a scandalisé pas mal de monde, que ce soit les critiques musicaux, le public qui reste souvent hermétique à la musique de Schoenberg, même plus d'un siècle plus tard. Ce qui fait de Schoenberg un incompris, un artiste maudit, bref, un Pierrot.
D'où son intérêt pour ce personnage qui résonne avec son histoire personnelle. Donc il compose ses 21 mélodrames et on passe aux répétitions. Mais plutôt que 3-4 répétitions qu'on organise habituellement avant la création d'une œuvre de ce genre, 40 répétitions auront été nécessaires pour obtenir, en ce 16 octobre 1912, un véritable succès, ce qui est quand même assez rare chez Schoenberg pour être souligné. Quand même, 40 répétitions, ça fait beaucoup. En fait, c'est la commanditaire Albertine Sehm, qui interprète la voix féminine, qui est la plus désarçonnée, parce que Schoenberg introduit ici un mode d'expression vocale totalement nouveau. La Sprechstimme. La Sprechstimme, c'est entre la parole et le chant. Dans la partition, c'est noté comme une partie de chant normal, avec des rythmes et des hauteurs, mais avec une croix sur la hampe pour indiquer qu'il ne s'agit pas de chanter ces notes. Schoenberg explique un peu plus en détail dans sa préface ce qu'il attend de l'interprète. La mélodie indiquée dans la partie vocale à l'aide de notes, sauf quelques exceptions isolées spécialement marquées, n'est pas destinée à être chantée. La tâche de l'exécutant consiste à la transformer en une mélodie parlée, en tenant compte de la hauteur de son indiquée. Ceci se fait 1. En respectant le rythme avec précision, comme si l'on chantait, c'est-à-dire sans plus de liberté que dans le cas d'une mélodie chantée. 2. En étant conscient de la différence entre notes chantées et notes parlées. Alors que dans le chant, la hauteur de chaque son est maintenue sans changement d'un bout à l'autre du son, ici, la hauteur du son, une fois indiquée, est abandonnée pour une montée ou une chute selon la courbe de la phrase. Voilà ce que ça donne. Alors pourquoi Schoenberg utilise-t-il la Sprechstimme au sujet du Pierrot lunaire ? Ce n'est pas pour faire son intéressant, pas pour être original à tout prix, mais c'est pour se rapprocher de l'esthétique du cabaret, d'où s'est développé à l'origine ce Pierrot fin de siècle, et d'où provient la commanditaire de l'œuvre. En effet, Albertine Sehm n'est pas une chanteuse, mais une diseuse de cabaret, c'est-à-dire qu'elle tend à parler ce qu'elle chante, comme le veut le goût de l'époque et l'esthétique du cabaret. Et Schoenberg connaît très bien ce mode très particulier d'interprétation vocale, puisqu'au début du siècle, il a pu entendre et apprécier grandement la voix de la célèbre diseuse de cabaret française, Yvette Guilbert, la grande diseuse du Chat Noir. Écoutez par exemple un extrait de « Quand on vous aime comme ça ». Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Il voulait même me jeter par la fenêtre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. C'est aussi dans l'effectif choisi qu'on retrouve cette référence au cabaret, parce qu'un cabaret n'a ni la place ni les moyens suffisants pour se permettre de faire appel à un orchestre symphonique. Alors Schoenberg va se contenter de 5 musiciens. Mais pas de 5 instruments, parce que plusieurs d'entre eux vont jouer 2 voire 3 instruments. Pas en même temps, mais d'un poème sur l'autre. C'est ainsi que le flûtiste va parfois se saisir du piccolo, de la petite flûte aiguë. Le clarinettiste prendra de temps en temps la clarinette basse, et une fois également une clarinette en si bémol plutôt que sa clarinette en la. Le violoniste va troquer à 3 reprises son instrument pour un alto. Quant aux violoncellistes et aux pianistes, ils ne savent jouer que de leur instrument. Ce qui nous donne un effectif à géométrie variable, avec jamais 2 fois la même combinaison d'instruments, donc une grande variété de timbres malgré un effectif réduit. Bon, eh bien, dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir rentrer dans l'œuvre avec le premier poème de la première partie, Mandestrunken.